Bonsoir chez vous et merci de nous rejoindre sur Kazoza FM pour votre émission Dongeluya, une émission qui vous présente l'art et la culture sous toutes ses formes. Et ce soir, nous sommes ravis d'accueillir sur notre plateau Monsieur Fidèle Ouendegouidi, qui est expert en patrimoine culturel. Son engagement et sa vision pour le développement culturel au Burkina Faso font de lui une voix des plus inspirantes à écouter. Monsieur Fidèle, bonsoir. Bonsoir, madame. Je pense que j'ai écorché un peu votre nom, je suis désolée. Pourtant, c'est bien dit. Félicitations à vous. Merci. Oui. Je pense que vous allez devoir vous présenter vous-même pour que ça reste fidèle quand même. Bien, avec plaisir. Moi, je suis Fidèle Ouendegouidi Ouedraogo. Je suis docteur en histoire de l'art et patrimoine culturel. Et je suis expert en ingénierie culturelle et critique de danse. Alors, je suis par ailleurs agent de l'État. Et l'emploi s'appelle conseiller des affaires culturelles. Et la fonction que j'occupe depuis 2020, c'est je suis conseiller technique culture du gouverneur des région du Centre-Nord. Vous êtes expert en patrimoine culturel. Est-ce que vous pouvez nous parler de qu'est-ce que c'est le patrimoine culturel? Alors, avec beaucoup de plaisir, disons que le patrimoine culturel, c'est l'ensemble de l'héritage que nos ancêtres nous ont légué et que nous avons le devoir de transmettre aux générations futures. Parce que cet héritage comporte un intérêt historique, un intérêt scientifique, un intérêt esthétique et tout ce que vous voulez. En tout cas, dans cette définition, on retrouve tout, l'héritage et la volonté de transmettre aux générations futures. Et vous, en premier, vous avez besoin ou bien vous avez envie de préserver quoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses à préserver culturellement parlant. Oui, il y a beaucoup de choses à préserver, mais ce n'est pas impératif de tout préserver. Parce que il y a dans ce compartiment du patrimoine ce qu'on appelle le patrimoine matériel et le patrimoine immatériel. Alors, le patrimoine matériel, c'est tout ce qu'on peut toucher. Voilà, c'est l'ensemble des sites, des objets d'art anciens, des artefacts, tout ce qu'on a pu découvrir à travers les fouilles. Là, peut-être il y a un intérêt à préserver parce que ça fait partie de la nature, ça fait partie de l'environnement, ça fait partie de la création de l'homme. Mais naturellement, il y a des objets qui se détériorent et après on les perd pour de bon. Mais au niveau du patrimoine immatériel, c'est ce qu'on ne peut pas toucher. Et à ce niveau, il y a les représentations, les expressions culturelles, les savoir-faire, et les pratiques rituelles. Ben, quoi qu'on veuille, on peut préserver, surtout ce qui est immatériel parce que c'est très vivant et ce qui est vivant est sous influence de la modernité et du monde extérieur à nous. Donc, on essaie de faire ce qu'on peut et en tenant compte des générations futures parce que c'est ce devoir qui fait qu'on doit préserver le maximum, mais pas forcément préserver tout. On doit préserver le maximum et pas tout préserver. Mais est-ce que vous avez des critères de base pour savoir quel est l'instrument, quel est l'objet à préserver? Alors, il faut d'abord dire que il y a l'expert qui peut aider la communauté, mais la meilleure définition d'un patrimoine est donnée par la communauté qui le détient. Par exemple, si vous avez une musique ou une danse, il faut que la communauté qui pratique la musique ou la danse trouve que ça fait partie de son patrimoine. Elle s'y reconnaît, elle a la volonté de préserver ses patrimoines. Et vous, en tant qu'expert, vous venez maintenant l'aider avec les moyens techniques et les moyens scientifiques pour inventorier et lui donner peut-être des propositions de plans de sauvegarde. Sinon, si vous venez de l'extérieur en tant qu'expert pour aider la communauté, sans qu'elle ne soit associée, généralement on passe à côté. Et vous êtes là au Burundi pour une formation sur la production d'œuvres chorégraphiques. Et quel est l'impact de la danse, quel est l'impact que peut avoir la danse pour le développement communautaire? Alors là, il faut interroger l'histoire de la danse. La danse est aussi vieille que l'humanité, parce que depuis que l'homme existe, la danse fait partie de sa vie. Et tout ce que l'homme a pu inventer, pu créer, pu générer pour que ça puisse
animer sa vie, c'est que c'est déjà important. Oui. Alors, parce que ça a d'abord une fonction religieuse, beaucoup de danses sont exécutées pour des célébrations rituelles. Beaucoup d'autres danses sont célébrées pour leur importance du point de vue de la socialisation, Oui. beaucoup encore pour le divertissement. Donc, un homme qui pratique soigneusement sa croyance, qui est socialisé et qui est diverti du point de vue intangible, on voit déjà les bienfaits Oui. de la danse. Mais de plus en plus, la danse est en train de prendre une vocation économique parce qu'elle concourt dans beaucoup de pays à la création des richesses et des revenus pour les jeunes et les femmes. Donc, de ce point de vue, je pense que la danse occupe bien sa place dans le développement économique et social. Et aujourd'hui, vous avez l'impression que les danses modernes aujourd'hui, parce qu'il y en a peu qui sont traditionnelles, aujourd'hui ce sont plus des danses modernes. Est-ce que vous avez l'impression qu'on exploite aussi pour mélanger les deux, que ce soit dans les chants, que ce soit dans la musique, pour socialiser? Est-ce qu'on mélange, il y a un peu le mélange entre les deux? Alors, je voudrais peut-être d'abord nuancer votre propos pour dire qu'il n'y en a pas peu de danses traditionnelles. Il y a que les danses urbaines sont plus vues que les danses traditionnelles. Oui, c'est vrai. Parce que ce sont des danses, je veux parler des danses urbaines qui sont à côté des médias. Et quand on est à côté des médias, on a la chance d'être plus médiatisé, donc plus vu. Oui. Sinon, quand vous partez à l'intérieur du pays, vous allez constater que le quotidien des populations est fait de danse. Parce que quand il y a décès, quand il y a mariage, quand il y a baptême, c'est les danses qu'on exécute. Oui. Mais écoutez, et même au niveau urbain, il y a un effort de beaucoup d'artistes Oui. à s'inspirer du patrimoine chorégraphique, donc il faut les saluer. Je ne sais pas ici quelle est la danse la plus valorisée dans la création moderne burundaise, mais je sais que beaucoup d'artistes ne se privent pas ce plaisir de montrer leur identité à travers leur création. Et vous pensez que cela fait partie des défis que rencontre le danseur aujourd'hui, traditionnel? Oui, le danseur d'aujourd'hui fait face à ces défis parce que il y en a qui l'exploitent sans l'associer. Ok. Oui, la danse comme création, on peut aller parce que les nouveaux outils de la technologie permettent qu'on reste ici et qu'on puisse capter de la danse dans la province du Sud Oui. du Burundi et on commence à l'exploiter sans associer le créateur ou celui qui a contribué à ce que la danse puisse être pérenne jusqu'à nos jours. Oui. Je crois que c'est ce nouveau défi parce que quand vous l'exploitez et surtout quand vous le mettez sur le marché sans associer les communautés à la base, chez nous, nous trouvons qu'il n'y a pas d'équité. Voilà, on exploite un fonds sans associer les propriétaires du fonds. Ce n'est pas assez intéressant. C'est un nouveau défi. Comment travailler à se faire reconnaître par les créateurs modernes et surtout à se faire associer dans la création moderne. C'est un défi. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est vrai, les danses traditionnelles, elles sont un peu oubliées, mais est-ce que c'est pas lié au fait que les gens ne comprennent pas l'histoire qu'il y a derrière ces danses? Oui, là, nous sommes en train de toucher aux politiques publiques parce que l'éducation au patrimoine ne relève pas forcément de la compétence des personnes privées, mais ça devrait être une politique d'État de faire en sorte que la génération actuelle et future puisse s'imprégner correctement du patrimoine, y compris la danse. Parce que ce qui nous identifie, c'est aussi ces pans du patrimoine. Et laisser quelques aspects à côté pour évoluer avec d'autres, il va de soi qu'un jour, on ne pourra pas dire voici la danse burundaise. Même si de temps à autre, on peut comprendre que certaines musiques d'artistes modernes véhiculent des rythmes sur lesquels on peut danser. Mais à un moment, on pourra écouter les rythmes sans savoir quel pied
emprunter pour que la danse puisse être correctement exécutée. Voilà. Et vous, en tant qu'expert en patrimoine culturel, quelles sont les stratégies que vous avez mises en place pour répondre aux besoins spécifiques de chaque communauté? Alors, la première action de l'expert, c'est amener la communauté à savoir inventorier son patrimoine. C'est la première mesure de sauvegarde. Alors, inventorier dans le sens que ça permet à la communauté de dire expressément que je reconnais que cet élément du patrimoine fait partie intégrante de mon répertoire. Et ensuite, ça permet de documenter. Et quand on documente, on arrive à travers cette action d'inventaire à déterminer les menaces qui tournent autour de la pratique. Et si on identifie les menaces naturellement, on va développer des mesures de sauvegarde, surtout en termes de transmission, en termes de valorisation et en termes de promotion. Parce que il faut travailler surtout à ce que la jeune génération puisse s'approprier. Voilà, c'est ça le grand défi de l'expert. Travailler à éclairer la communauté pour qu'elle puisse amener la jeune génération au sein de la communauté à s'intéresser, parce que les courants mondiaux sont assez forts et si vous n'y prenez garde, en un clin d'œil, vous perdez beaucoup. Vous avez parlé de menaces tout à l'heure. Et ces menaces, elles sont vraiment dues à quoi? Alors, oui, pour chaque élément du patrimoine intangible, comme on en parle concernant surtout la danse, les menaces peuvent être liées à l'offre culturelle extérieure. Vous savez, la danse, c'est mouvement du corps et généralement les médias diffusent des contenus qui font la promotion d'autres mouvements du corps qui n'ont rien à voir avec le patrimoine. Donc ça, c'est une première menace. Une deuxième menace, je vous disais ici que beaucoup de menaces ont des fonctions, des vocations religieuses, et surtout la religion traditionnelle. Et aujourd'hui, vous savez qu'il y a beaucoup de religions dites révélées qui sont en train de devenir universelles. Et tant que ces religions vont continuer à se déployer dans nos pays, il va sans dire que notre religion traditionnelle va régresser et elle régressera avec les danses qui l'accompagnent. Ça, c'est la deuxième menace. La troisième menace, c'est que beaucoup de danses s'appuient sur de la musique pour s'exécuter. Pourtant, vous voyez que la création en termes de musique évolue et les jeunes sont plus accros à la musique moderne que la musique traditionnelle. Parce que la musique moderne, c'est bien amplifié, c'est bien gonflé, et ça se joue dans les boîtes et autres. Donc, naturellement, c'est le milieu jeune. Et on perd la danse parce que la musique qui accompagne la danse n'est plus jouée. Et troisième menace, c'est que nous sommes dans un contexte où les cadres traditionnels de transmission des danses traditionnelles disparaissent. Avant, il n'y a pas l'école moderne, l'école sous forme occidentale. C'était généralement sous l'arbre à palabres, les camps d'initiation et autres. Donc, c'était les meilleures périodes pour apprendre aux jeunes à danser. Aujourd'hui, dès l'âge de 3 ans, l'enfant est inscrit à l'école et jusqu'à peut-être l'université. Pendant les vacances, il cherche à se reposer. Ce n'est pas danser qui est son problème. Donc, à un moment, il n'y a pas ces cadres pour apprendre. Malheureusement, dans nos pays, l'école moderne n'a pas encore valorisé comme il le faut le patrimoine culturel à l'école. Ce qui fait qu'il y a une rupture qu'il faut vite travailler à corriger. Et cette correction, c'est juste valoriser les danses là à l'école. Voilà, pour que ça puisse s'exporter au-delà des communautés. Il y a beaucoup d'autres menaces qui sont mineures, mais qui méritent quand même d'être soulignées. Et c'est les instruments, les coûts d'acquisition des costumes,
Parce que beaucoup de costumes, on les avait parce qu'il y a la faune, il y a la flore à côté. Mais aujourd'hui, pour aller couper du bois pour fabriquer un tambour, pour aller trouver la peau d'un lion ou voilà, c'est vraiment compliqué. Oui. Vous avez face à vous les agents des forêts, les agents des eaux qui sont là pour percevoir des taxes. Donc, tout devient coûteux. Oui. Et généralement, les communautés sont dans des conditions économiques assez difficiles que la priorité n'est pas accordée à ça. Il faut d'abord chercher à manger et à boire. Est-ce que ça serait possible aujourd'hui, parce qu'on a vu que la musique moderne a beaucoup attiré les jeunes, est-ce que c'est possible aujourd'hui avec la musique traditionnelle de l'adapter à ce qu'aujourd'hui les jeunes se sentent aussi attirés par elle? Bon, je voudrais revenir peut-être au rôle de l'État, parce que dans chaque pays, il faut que l'État donne une orientation à sa politique. Oui. Si l'État décide que désormais la création au Burundi doit tenir compte du patrimoine burundais, tous les créateurs vont s'y conformer. Oui. Voilà, parce que ce n'est pas une mesure qui limite le droit à la création. Au contraire, vous demandez de promouvoir votre patrimoine, ça devait être fait avec beaucoup de plaisir. Donc je crois que s'il y avait cette politique qui impose un tant soit peu qu'on puisse associer les rythmes et les mélodies traditionnelles à la création moderne, vous allez voir que tout le monde va s'y embarquer et puis on sera très fiers. Prenez le cas du Sénégal. La plupart des musiques que vous entendez, quand vous suivez de la musique sénégalaise, immédiatement, vous dites ça c'est du Sénégal. Oui. Quand vous suivez du Nigeria, vous dites c'est du Nigeria. Quand vous suivez de la Côte d'Ivoire, vous dites c'est des pays qui sont arrivés à exploiter le patrimoine musical traditionnel pour l'imposer. Oui. Voilà, donc je crois que beaucoup de pays ont à prendre cet exemple. Je parle, mais je pense que jusqu'à présent, quand on suit le répertoire musical mondial ou africain, vous n'allez pas pouvoir voir une musique, écouter une musique du Burkina et dire que ça c'est du Burkina Faso, parce qu'on n'est pas encore arrivé à imposer une identité sur la scène internationale. Et c'est dû à quoi, au fait? C'est dû aux pesanteurs. C'est beaucoup de pesanteurs autour de la musique. Il y a la diversité culturelle qui fait que le choix d'une musique pour imposer ne fait pas pour l'instant le consensus. Et les moyens également pour pénétrer le marché international ne suivent pas. Donc ces deux difficultés mises ensemble, ce sont des gros obstacles qu'on n'arrive pas à franchir. Est-ce que vous pouvez nous partager un projet marquant qui illustre l'importance de la culture dans le développement local? Alors, je vais prendre peut-être un projet que moi-même j'ai réalisé. Okay. Au Burkina Faso, il y a 3 ans, j'avais dans la même ville 2 troupes de danse traditionnelles qui ont entretenu une rivalité artistique séculaire qui s'est déteinte sur les relations sociales. De sorte que les 2 communautés ne se parlaient pas. Moi, je suis arrivé, je n'étais pas ressortissant de cette communauté, mais je leur ai proposé de créer un projet de production commune. J'allais produire les 2 troupes pour qu'elles puissent faire la représentation les mêmes jours. Et pour mobiliser la communauté autour de la création, j'ai créé le concept de défi. C'est-à-dire, les 2 communautés vont se croiser pour qu'on sache finalement qui s'impose à qui. Mais quand j'ai retrouvé les 2 artistes, les 2 troupes, je leur ai fait comprendre, non, ben ça, c'est le concept marketing. Vous partez pour la paix. Et désormais, quand les gens vont vous voir sur la même scène, ben, ils sauront que la rivalité artistique n'a rien à voir avec la haine que les gens sont en train de nourrir l'un envers l'autre. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que dans la communauté, les 2 troupes ont toujours essayé, mais ne sont jamais arrivés à diffuser un spectacle payant. C'est gratuit. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est assez quotidien à nous, c'est contemporain à nous. S'il y a mariage, on voit. S'il y a décès, on voit. Donc, pourquoi on va encore aller payer pour regarder? Donc, il fallait
jouer un peu sur la qualité du spectacle pour attirer le public. Oui. Et les jours de la diffusion, je vous assure que même les deux troupes n'ont pas pu jouer parce qu'il y avait beaucoup d'émotions. On ne savait pas que les deux communautés pouvaient se mettre ensemble pour jouer. Donc ça, par exemple, c'est un modèle qui dit que la danse comme facteur de paix, Oui, oui. c'est possible. Et la danse comme ressource économique, c'est possible. Parce qu'à la première diffusion, j'ai enregistré 441 personnes Présente. au guichet. Oui. Et pour nous, ce n'est pas négligeable. Parce que pour des troupes qui n'arrivaient même pas à mobiliser 0 personne au guichet, et vous arrivez du coup à enregistrer 441 personnes, c'est beaucoup. Oui. À la deuxième édition, nous étions à 720. Ok. Voilà. Donc, pour m'arrêter là, je peux vous assurer que l'orientation artistique peut beaucoup contribuer au développement. Et est-ce que ces deux personnes, genre ces deux groupes, ils sont arrivés à mettre fin à leur rivalité aujourd'hui? Désormais, quand il y a un événement social dans la ville, elles se mettent ensemble pour jouer. Ok. Oui. Mais la rivalité, elle est toujours là. En fait, c'est même la rivalité qui les a rapprochés, on dirait. Non, parce que il y avait beaucoup d'autres personnes qui exploitaient cette rivalité à des fins politiques. Vous savez, généralement, quand les politiques se mêlent aux activités artistiques, on passe à côté. Donc, il fallait passer par là pour sensibiliser, pour leur dire, vous, votre rôle, c'est pour la société. Les politiciens, ils ont un autre rôle. Que chacun joue correctement son rôle. Voilà. Et après ça, la communauté, je vais parler de la municipalité, la commune, a proposé de me donner une médaille, une distinction honorifique pour l'effort de contribution. Ah, d'accord. Oui. Donc, ça a vraiment impacté. Imaginez dans une ville, deux communautés décident de ne pas se parler pendant près d'un siècle. Oh. Oui. Oh, ça remonte. Hein. Oui. Il y a toute une histoire. Oui, et ces jours, les jours du spectacle, des gens sont venus avec des coupes, des haches, et ils étaient prêts à s'affronter. Ah, d'accord. Et vous avez réussi quand même à les faire travailler ensemble? Oui, au fait, je peux dire que j'étais un peu naïf. Je n'ai pas mesuré l'enjeu. Oui. Les gens m'ont fait comprendre que c'est dangereux, mais pour moi, il fallait aller. Jusqu'au jour où j'avais peur, parce que quand j'ai vu les armadas déployer ça et là, j'ai compris que pour un rien, les gens pouvaient se rentrer dessus. Oui. Et ce n'est pas intéressant. En tout cas. Ça, mon nom allait être associé à ces massacres. C'est sûr. Dieu merci, ça s'est très bien passé. Et je suis cité comme modèle des réussites de l'économie sociale et solidaire. Parce que ça, c'était une économie sociale et solidaire parce que bon, ça a été redistribué. Le guichet a été redistribué aux troupes pour qu'elles puissent comprendre que désormais aussi, il ne suffit pas d'aller simplement danser, il faut aussi se rétribuer par rapport aux gains qu'on a. En tout cas, c'était une très bonne action. Merci. Et comment la politique patrimoniale valorise-t-elle les œuvres chorégraphiques en Afrique? Plus précisément, on a l'exemple de Burkina Faso et ici, vous êtes dans un contexte burundais. Oui. Alors, pour le contexte du Burkina Faso, la politique culturelle de façon globale impose que toute activité qui est mise en œuvre au Burkina puisse avoir un impact dans le développement économique et social. Oui. Surtout, pouvoir créer des emplois et créer des richesses. Oui. Alors, ça fait que l'État encourage toutes les initiatives dans ce sens. Et quand l'État même se met au devant de la chose pour subventionner les initiatives, naturellement, voilà, tout le monde se met en ligne de marche et puis généralement ça donne bien. Oui. Et pour le cas du Burundi, je ne maîtrise pas beaucoup la politique culturelle du Burundi, mais je pense qu'il n'y a pas un pays qui se met en marge de la valorisation du patrimoine. Parce que j'apprends que le Burundi a pu inscrire les tambours sur la liste représentative du patrimoine de l'UNESCO. Oui. Ça veut dire que l'État est déjà en bonne marche pour la valorisation du patrimoine, parce que qui dit tambour dit danse. Oui. Voilà, donc je pense également que au moins le volet identité
est prise en compte. Maintenant, il reste à voir si le volet économie est pris en compte. Là, je n'ai pas de moyens pour l'instant pour mesurer cette politique. Et quel rôle jouent les technologies numériques dans la gestion des œuvres chorégraphiques? Oui, là, il y a beaucoup de défis à relever parce qu'il faut d'abord créer, il faut que la création existe, il faut capter la création, il faut la télécharger et il faut faire en sorte que la mise en ligne de la création puisse rapporter. Parce que c'est des contenus. C'est en Afrique qu'on voit les gens mettre des contenus en ligne sans se préoccuper de combien ça doit me rétribuer. Mais ailleurs, tout contenu qu'on met en ligne devient une source d'économie, une source de revenus. Donc, je crois que le défi, c'est aujourd'hui faire en sorte que les gens ne se plaisent pas à aller au village lors de funérailles, lors de baptêmes, lors de mariages, filmer leur patrimoine et venir mettre en ligne gratuitement YouTube, Facebook et tout ce que vous voulez exploiter sans qu'il y ait des rétributions. Je crois que là, c'est un gros défi à relever. Pour aller vers la fin, quel conseil donnerez-vous pour améliorer le soutien aux arts et à la culture? Je pense que je voudrais faire des suggestions à l'État burundais. C'est véritablement travailler à organiser et à structurer les acteurs et à réaliser, si cela n'est pas fait, une étude d'impact pour voir le niveau de chaque filière. Parce que si on découvre le niveau de chaque filière dans les paysages culturels burundais, ça peut permettre de voir quel est le maillon faible, quel est le maillon fort et quels sont les chaînes de la valeur qu'il faut actionner pour que la chose puisse prendre. Dans tous les cas, ça va dans l'intérêt du pays à accompagner la culture et le patrimoine de façon spécifique parce que l'identité du pays est connue dans le monde grâce à ça. Ça véhicule le savoir-faire, ça véhicule l'identité et tout ce que vous voulez. Donc, pour moi, un État n'a pas de mérite sur la scène internationale s'il ne met pas en valeur, s'il ne fait pas la promotion de sa propre culture. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous, Monsieur Fidèle. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci aussi d'avoir accepté de venir ici au Burundi pour nous partager vos connaissances. Et j'espère que vous allez faire un beau séjour ici au Burundi. Merci à vous qui nous avez écoutés. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour la même émission et bonne soirée à tous.